Alors, il y en a un qui inventait complètement des tourbillons. Il y en a que j'adore, moi c'est ceux de M. Klimt. Voilà. Et ce symbole, effectivement, des tourbillons qui est extrêmement fort, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve quasiment partout dans toutes les cultures. Et donc, Klimt a mis ça dans l'arbre. Et ce qui n'est pas négligeable, puisqu'on a parlé un tout petit peu de symbole, l'arbre, qu'est-ce que c'est? C'est le lien entre le sol et le ciel. Et c'est pas neutre que le lien entre le sol et le ciel soit avec des spirales, puisque très souvent on dit que c'est une ascension. Voilà. Monsieur Klimt, j'adore. J'adore. Doré. Voilà, forcément. Où est-ce qu'il est allé chercher tous ces motifs incroyables sur la robe, avec des yeux, des petits carrés, etc. Où est-ce qu'il est allé les chercher? Merci. Merci. Ben oui, nulle part ailleurs. Ça faisait 4 ans que j'étais à 4 pattes dans les ruisseaux à prendre des photos. J'avais jamais vu des trucs comme ça, c'est sorti. Bon. Et il y avait des yeux égyptiens absolument parfaits. Depuis, j'en ai fait quelques autres, mais c'est pas si fréquent que ça. Hein. Il y a des configurations pour avoir. Il n'empêche que Klimt, lui, les avait, et ça, ce ne sont pas exactement les yeux égyptiens qu'on avait sur le bord du Nil, et donc, il a très certainement les a vus. Les petits carrés en bas à droite, bah, pareil, où est-ce qu'ils ont inventé? Pareil, ce sont des interférences. On nous a parlé Thomas tout à l'heure. Voilà, on a typiquement croisement de 2 ondes avec un bon soleil, il y a ça. En haut, c'est la même chose, mais je suis à la sortie de l'interférence, ça se met à danser, et ça vous fait des robes avec des pierreries là-dessus. C'est absolument extraordinaire, c'est véritablement de la joaillerie. Et on est complètement dans le doré, on est en automne, c'est le moment où il y a des belles couleurs, avec un joli fond. Et donc dans l'eau, il y a des motifs d'une richesse absolument incroyable, à partir du moment où on mêle les éléments. Alors, il y a un garçon qui avait beaucoup d'imagination, c'est M. Max Ernst, si vous connaissez cette personne-là. Alors lui, il avait une façon de peindre assez originale, enfin, pour certaines toiles. En fait, il prenait un support, il collait un espèce de plastique par-dessus, ou un morceau de bois, et avec de la peinture entre deux, puis il décollait. Alors quand on fait ça, ça fait comme des espèces de coraux, de mousse, et de choses comme ça. Et puis, quand on fait ça en bougeant un peu, en fait, il fabriquait de la forme végétale simplement par le mouvement d'arrachement entre 2 plaques d'un liquide. Monsieur le professeur, il passerait encore 2 conférences sur le sujet. Effectivement, on peut vous parler de l'anglais. Ah oui, c'était absolument extraordinaire. Et il arrangeait un petit peu les trucs, parce que là, à la base, ces tableaux, c'était ça. Et puis il arrangeait, il a dit, il y a un gros endroit, bah, tiens, je vais lui faire une vraie grosse bulle, un vrai œil, chose comme ça. Et puis de l'autre côté, bah, moi j'ai fait la même chose. J'ai pris simplement une petite cascade de 2 cm dans un endroit où il y avait bien du vert, comme ça, sous des sapins, et j'ai photographié les bulles, et on est exactement dans les mêmes formes, dans la même morphogenèse. Alors il y en a un qui est assez émouvant, là. On est toujours dans les bulles. Et là, bah, le jour où je l'ai rencontré, j'étais un peu inquiet. Alors, je dis je parce que je suis à droite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chimère blanche, avec des gros yeux, qui est en train de me bouffer mon ombre. Vous savez ce que c'est que dans la symbolique de se faire manger son ombre? Comme ça. On appelle ça ravaler son extrait de naissance. Bon, il y a des trucs, il y a des tas d'expressions comme ça. Mais c'est relativement grave. Mais là où la chose n'est pas complètement perdue, c'est d'abord que je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres qui avaient fait ça avant, comme Archimboldo, et qui finalement ont eu un certain bonheur dans l'existence. Mais à droite, on est comme dans Archimboldo. Un être est fait d'autres êtres, aquatiques en l'occurrence. À droite, un être chimérique est fait de cellules. Et dans les cellules, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez le photographe qui est en train de se faire bouffer par la chimère. Donc il n'a pas gagné, parce que c'est moi qui le bouffe de l'intérieur. Et non seulement je le bouffe de l'intérieur, mais quand on regarde bien, dans chacune des cellules, je suis en 2. C'est-à-dire que je suis en train de faire, c'est pas la parthénogenèse ou un truc comme ça? Je suis en train de me diviser de façon à être indestructible, puisque dans chaque bulle, je suis en 2 exemplaires avec les mêmes gènes. Voilà. Donc là, c'est une photo que je trouve absolument fondatrice, parce que ça, c'est toute l'histoire, finalement, de la biologie et de la symbolique qu'on va retrouver également dans Archimboldo. C'est tellement fabuleux ce qu'il a vous décrivez, à la fois sur le plan
psychologique et le plan purement intellectuel. Ce n'est pas une spéculation intellectuelle. Ce que vous voyez ici, à droite, là, il y a une branche actuellement qui se développe dans la science. J'étais à une conférence hier soir, qui s'appelle texturation. Ça vient des textes, le début, là. Texte, c'est la composition de lettres, mais également textile. Ça veut dire la texturation de quelque chose, c'est l'identification des motifs qui sont enragés d'une façon ou d'une autre, qui donnent une description, une composition complète. Ici, vous avez, d'un côté, vous avez la composition d'un profil avec des fruits de mer, et de l'autre côté, vous avez la composition avec des bulles d'air et réflexions multiples dans chaque cellule, de différentes façons, parce que les phénomènes optiques sont d'une complexité absolument extraordinaire. Ce que vous voyez ici, c'est fabuleux. Là, on peut faire une conférence qu'à la suite, justement sur la morphogenèse. C'est tellement fantastique sur le plan, ça mérite une émission à la télé, pour expliquer que ça, ce que vous voyez, les deux compositions, déstructuration d'images, parce que sur le plan de la symbolique, sur le plan manipulation cérébrale, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'oserais dire presque encore pire. C'est pas pire. Il y a un monsieur célèbre qui s'appelle Picasso. Et puis un jour, j'ai rencontré, alors c'est vraiment juste en dessous de chez moi, j'ai rencontré un Picasso dans le ruisseau, comme ça, je l'ai pris. Et je ne connaissais pas le tableau de Picasso. Donc j'ai pris la photo en me disant, bon, on ne sait jamais, ça peut servir. Mais pendant, on va dire, 5 secondes, il y a eu ça qui est apparu. Vous savez, comme vous avez un fantôme qui apparaît, comme ça, et puis vous dites coucou, comme ça, puis à un moment, il va s'en aller. Et j'ai eu ce visage, mais parfaitement défini, dans lequel vous voyez les deux yeux, là, vous voyez un nez qui est légèrement cassé, on a séparé le visage en deux, vous avez une mâchoire un peu faible, puis vous avez les vertèbres derrière, là, voilà, et puis... voilà. Vous voyez les nez. Et là, le nez avec les deux trous de nez, voilà, donc on a tout ça, l'œil noir, etc. Et quand je vois ça, je me dis, bon sang, là, il s'est passé quelque chose, ou bien j'ai des visions, alors tantôt je me pince comme ça en disant non, ça n'en est pas une, mais c'était effectivement une espèce d'analogie presque complète d'un tableau de Picasso. Picasso est un type absolument phénoménal, il en faisait en moyenne 1 à 2 par jour, comme ça. Productivité intense. Alors là où la chose est quand même assez étrange, c'est quand vous regardez cette photo droite et vous regardez la suivante, je suis simplement à 4 secondes d'intervalle à peu près. Donc la photo est en train de disparaître. Voilà. Mais elle change d'époque. C'est-à-dire que je suis allé chercher Pignon Ernest, qui est un peintre qui fait des choses sur les murs, des affiches, des choses comme ça. Des choses absolument étonnantes, qui dessine merveilleusement bien. Mais là, d'un seul coup, il disparaissait. C'est comme un gars qui disparaît, il fait « Ah !» comme ça, là. Vous savez, il a la tête qui s'en va, là, dans le courant. Et là, le geste de Pignon Ernest, vous voyez la façon dont c'est brossé vers le haut, à droite. Eh bien, c'était le mouvement de l'eau. On revient toujours au mouvement, hein, qui est quelque chose d'essentiel, effectivement, dans l'art et de perception, finalement, des choses. Donc voilà, le visage qui disparaît complètement. Alors là, on arrive chez M. Manessier, qui était un grand peintre abstrait. Voilà, c'était un des grands abstraits du début du siècle, enfin du milieu du siècle dernier. Alors lui, il habitait à côté de la baie de Somme, il avait une excuse. Effectivement, là-bas, les paysages de la baie de Somme, c'est absolument fabuleux. C'est la mer, la vase, la rivière, la lumière. Et en gros, il a un peu copié. Il a un peu copié ce qu'il voyait, donc c'est merveilleusement bien fait. Il structurait un petit peu. Bon, il y en a un qui a structuré un tout petit peu plus, c'est M. Paul Klee. Alors Paul Klee, il est assez amusant, il faisait partie d'un petit groupe allemand qui s'appelait le Bauhaus. Alors, la construction de la maison, voilà, c'était carré, comme ça. Rien que des bâtiments carrés, le Corbusier, c'est un héritier direct. Et il disait, mais alors, l'eau, c'est pas structuré. Bon, c'est-à-dire qu'on vous a un peu suggéré qu'il y a des structures dans l'eau. Alors des structures carrées, il ne faut quand même pas exagérer. À droite, j'ai trouvé des structures qui sont quand même un peu carroyées, et puis sur lesquelles il y a en plus des petits graffitis. Et on retrouve exactement les mêmes structures, on retrouve même un peu les mêmes zones de couleurs avec cette espèce de patchwork. On revient de plus en plus vers des choses assez ethniques, c'est-à-dire en fait des gestes simples dans lesquels on ne garde que l'essentiel. Alors, il aimait bien le carré, Paul Klee.
Donc là, je ne sais pas où il est allé les chercher, mais à mon avis c'est comme Klimt. Il est allé voir dans l'eau à quoi ça ressemblait. Quand on met des petits cubes de couleurs les uns à côté des autres, on arrive à obtenir des éclairages absolument extraordinaires. Mais quand on a des carrés, c'est comme des briques, ce qui est amusant, c'est de les composer. Et de faire effectivement, de commencer à faire des architectures. Alors, il y a une femme peintre qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Vera da Silva, qui est portugaise, d'origine, qui a eu un succès mondial, elle est dans tous les grands musées. Et elle faisait des choses, effectivement, qui étaient une espèce d'architecture imaginaire, abstraite. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on regarde une interférence, finalement, on retrouve les mêmes éléments d'architecture. C'est-à-dire, on retrouve tout ce carroyage un peu dansant. Et puis, vous remarquez que vous avez quand même, ici, vous voyez, là, à ce niveau-là et en remontant, il y a la frange, il y a les franges du tapis. Ce qui se passe, ce sera la conférence numéro 17 que nous aurons avec Thomas. Parce que là, vraiment, j'aimerais savoir ce qui se passe. C'est ce qui se passe ici, dans cette photo, vous regarderez après, où il y a une limite, et l'eau double presque sa vitesse. Et donc là, la construction de Vera da Silva, effectivement, on va retrouver la même structure et on retrouve exactement les analogies. Alors, comme elle aimait bien construire, donc à un moment, elle a envahi sa toile. Elle se dit, mais le jeu d'échecs, c'est envahissant, donc on va faire tout le paysage en jeu d'échecs. Alors, je me suis dit, pour une fois, je vais tricher un tout petit peu, je vais prendre une photo, et puis je vais faire tout le paysage avec cette photo. Bon, il faut reconnaître que ça a une certaine similitude, et ça fait pratiquement des architectures. Cher, qui était un Hollandais, absolument génial. C'est le type qui faisait des escaliers qui montent, puis quand vous arrivez en haut, en fait, vous êtes en fait à l'étage du bas. Bon, ça c'est une espèce d'illusion visuelle, un graveur de génie. Alors là, vous voyez, vous avez des canards blancs et canards noirs qui se croisent, et puis le canard devient paysage et inversement. Il y en a un qui est le jour et la nuit. Il y a un fleuve derrière, donc il y a toute une symbolique qui est très forte, c'est relié à la terre, et le canard est relié à la terre. Donc on a toujours cette immixtion des éléments avec l'eau qui est derrière. Bon, alors moi j'ai pas des canards, j'ai que des poissons, je suis désolé. La prochaine fois j'essaierai de trouver des canards, mais pour l'instant j'ai des poissons qui se croisent, et qui se croisent assez bien dans le petit ruisseau en dessous. Alors il y en a qui voient des canards, il y en a qui voient autre chose. Alors ça c'est Monsieur Dubuffet. C'est pas son nom qui fait quelque chose, Dubuffet. Ça, on est à la collection du musée Saint-Pierre, à la collection de Lubac, qui était une très jolie donation, dans lesquelles il y a ce tableau-là. Et en sortant de prendre les photos de toute la collection, parce que je voulais mettre mes photos en face pour m'amuser, je suis passé sur le quai du Rhône, et il y a le bar dans une péniche avec un grand drapeau anglais, comme ça, qui était sur la passerelle, et juste un canard qui est passé en dessous à ce moment-là. J'ai pris la photo, et là j'ai fait un Dubuffet. Bon. Peut-être que M. Dubuffet avait abusé du bon vin rouge et voyait l'Angleterre comme ça avant le Brexit. Mais d'ailleurs, au moment où il y a eu le Brexit, j'ai mis celle-là sur Facebook, j'ai eu quelques commentaires un peu acerbes. Voilà. Alors, donc il y en a qui voient loin, donc ça c'est M. Miro, sans jeu de mots, excusez-moi. Lui, il arrivait à simplifier un maximum. Alors, je me disais, c'est difficile de simplifier avec l'eau parce qu'il y a tellement de choses, tellement de détails. Et bien, il y a des moments où on arrive à faire des petites bulles rondes, comme ça, enfin, pas des bulles, des trous. Les trous dans l'eau, les trous dans la surface, qui sont des trous optiques. Là encore, assez intéressant. L'angle de réfraction maximum, vous vous souvenez, quand on passe le limite, d'un seul coup, ça rebondit. Ben, là, je ne rebondis pas, j'ai des endroits où, justement, je vois le fond. Voilà. Et donc là, je joue là-dessus pour arriver, effectivement, à créer ces structures. Monsieur Miro a peut-être vu ça aussi, et on retrouve exactement la même symbolique. Mais alors, me disait Miro, oui, mais il faisait des dessins enfantins, avec des espèces de trucs avec des cils. Bon, ben si on en trouve aussi, hein. Là, il suffit d'aller dans une petite tourbière ou dans un étang, là où vous avez les joncs, les petites choses qui sortent, vous avez toutes ces lignes qui se courbent, parce que l'eau, quand elle touche quelque chose, elle n'est pas plate, elle remonte sur les bords. Elle a toujours envie de monter, l'eau. C'est assez extraordinaire. Il faut se mettre à la place des molécules comme ça qui montent le long des joncs. Et bien, quand elle monte, ça fait ces formes complètement extraordinaires. Donc là encore, chaque fois qu'on se donne un défi en disant est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent à ça, oui, il y en a. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire au départ, quand je prends des photos, j'y vais pas pour faire un Miro. Je prends des photos parce que c'est ça que je trouve, et en cherchant ça,
j'ai dans la tête, comme tout le monde, tas d'images qui défilent en disant tiens ça ressemble là, tiens ça ressemble là. Et en fonction de ça, je vais réfléchir un petit peu. De temps en temps, j'y réfléchis même pas, je prends toutes les photos, je prends mes 800 ou 1000 photos, voilà, et puis je dépile ça sur l'ordinateur après avoir bien regardé à la prise de vue, et je m'aperçois que j'ai des miroirs, j'ai des choses comme ça. Bon, on termine maintenant par quelques grands noms de la peinture du XXe siècle, M. Hans Hartung. Hans Hartung, alors lui, il faisait des très grandes choses, il brossait, il faisait des grandes toiles noires, et il brossait ça avec des grands peignes, des grands mouvements. C'était la gestuelle. C'était très beau. Très très beau, parce que c'est tout le corps qui descend dans la peinture et qui en fait arrive à vous créer un peu un espèce d'univers simplement avec un geste de danse. On n'est pas très loin des cascades. L'analogie est presque trop facile. Là, où c'est un tout petit peu plus subtil, c'est avec M. Mondrian, Piet Mondrian, un Hollandais. Vous savez, celui qui fait carré rouge, carré blanc, carré jaune avec des petits traits noirs. Au début, il dessinait comme Vincent Van Gogh. Il dessinait des arbres de son plat pays et des arbres en hiver. Il n'y a rien de plus beau qu'un arbre en hiver. Et surtout, quand il y a la lumière à travers. Donc il voyait que la lumière, de temps en temps, elle était rouge entre deux branches, puis il y avait un nuage qui passait, elle était blanche, puis il y avait l'orage, elle était noire. Et donc il s'est mis, en fait, à découper son arbre de plus en plus carré et à spécialiser la couleur. Et c'est comme ça que progressivement, il est arrivé vers cette abstraction. Ce qui est assez amusant, c'est que dans l'eau, on arrive un peu à la même chose, parce que là, je suis dans l'état où effectivement, chacune des zones à l'intérieur, on l'a vu dans plusieurs images, a une couleur spécialisée. Et c'est assez étonnant de voir comment le dessin va effectivement vous serrer les couleurs. Là, je suis au moment où c'est pas encore serré. Là, lui, il est encore presque tout gris, avec des modulations. Donc on pourrait faire toute la vie de Mondrian comme ça, à différentes étapes. Dans les derniers à la mode, Monsieur Pollock, enfin l'une des différences entre Pollock et ma photo, c'est que moi je ne bouge pas, c'est l'eau qui bouge et la lumière qui vient là-dessus, alors qu'avec Pollock, lui était en plus obligé de bouger. C'est beaucoup plus fatigant. Hein. Et c'est plus long. Alors il y en a un qui a orné toutes les salles d'entrée dans les hôpitaux, c'était M. Debré, voilà, qui était apparenté à un autre Debré, je crois que ça l'a aidé. Et alors lui, son truc, il faisait des 4 mètres sur 5, donc comme ça, on pouvait mettre ça que dans les halls des hôpitaux, donc au moins comme ça, il savait à qui il vendait. Hein. Bon, il faut dire que la similitude entre les deux, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Si on a un, on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui existe, Monsieur Soulage. Alors ça soulage, quand vous avez une bonne vieille glace comme ça, et qu'il fait sombre et que vous sous-exposez un peu, finalement vous allez vous retrouver avec des traits qui ressemblent volontiers à ce que fait Monsieur Soulage. Voilà. Qui vit dans le noir, mais qui a une subtilité des noirs comme les Esquimaux, des subtilités des blancs et de la neige. Voilà. Pour terminer, juste... parce que c'est une œuvre d'art. C'est merveilleux avec Internet, on se balade, on cherche des trucs. Et effectivement, ce que me disait mon filleul qui fait médecine, on dirait des caches thoraciques, et ben voilà, il y a quelqu'un qui a mis son nom en bas sur sa cage thoracique et qui en a fait une œuvre d'art. Donc là, on a une similitude extraordinaire. Mon message est très simple. Ces analogies, elles existent dans le passé et elles continuent à vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les artistes vivants et à venir vont continuer, j'espère, à travailler comme ça. Les deux des plus notables que je connaisse, Daniel Place, voilà, qui a effectivement s'est prêté à ce jeu des résonances avec ce extraordinaire cratère et avec ce tourbillon, et Gisèle Melzer, donc qui, elle, a fait, à partir d'une série de photos, elle en a extrait ce qu'elle trouvait essentiel, elle l'a mis en couleur de son côté, dans son merveilleux atelier du côté d'Antibes, et puis à un moment, j'ai vu apparaître ça, et je me suis dit, c'est formidable, parce que c'est la synthèse de beaucoup de photos que j'ai faites dans ce domaine-là, c'est pas le même dessin, c'est pas la même couleur, mais c'est la somme de tout ça. Voilà, et donc là, on est absolument aux anges, quand on voit ces analogies qui arrivent à fonctionner bien ensemble, hein, et à nous créer effectivement de l'art. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil parce que je savais que celle-là dépassait de l'écran, et que c'est pas moi qui l'ai inventée, celle-là, c'est une des visiteuses
qui me dit « Oh, mais on dirait un Anish Kapoor !» Et il faisait beaucoup de choses avec des reflets. Bon, moi je me suis dit que c'est pas mal, d'autant plus que la photo du bas, on l'appelle l'énigme parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans les 200 ou 300 visiteurs qui sont venus qui a réussi à savoir comment ça se faisait. Voilà. Donc en conclusion, on va se dire, on a un regard qui est conditionné de longue date par des images simples. Et ces images simples sont sorties de l'eau, entre autres. Parce que l'eau est une machine à fabriquer des images. Et elles ont la candeur des lois les plus permanentes. Et quand on dit candeur, c'est quelque chose sur lequel on ne discute pas. D'ailleurs, une loi, ce n'est pas un théorème. Une loi, c'est quelque chose qui s'impose parce qu'on a constaté que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va dire, ça c'est une loi. Ce sont des lois naturelles. Chaque époque ajoute ses interprétations. Donc il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres. Vous avez vu qu'on a mélangé complètement les époques. On a mis Archimboldo après Rubens, etc. On a un besoin absolument essentiel de donner un sens à tout. Donc cette recherche symbolique et cette utilisation du matériau naturel et de ces images, il n'a pas fini de jouer. Voilà. Donc on a notre univers créatif, donc il est né de l'eau comme nous, il tirera longtemps sa richesse des ondes et des bulles, mais tant qu'il y aura de l'eau. Alors pour l'instant, il y en a encore dans le ruisseau des planches. Alléluia! Formidable, tout va bien. Alors là, je vais vous amuser, donc je vous fais bonjour. Et il y avait des bulles de surfactants extraordinaires liées à la pourriture des feuilles, voilà, qui permettaient d'avoir des bulles fixes et de faire des lunettes pour regarder. Mais qu'est-ce qui se repasse à l'intérieur de ces bulles? On le donne en mille. Il y a une demi-douzaine de photographes qui vous regardent et qui vous disent merci. Bravo. Bravo.